Salam alaikum Azzoul Fillaoun. Bonsoir. La rencontre gouvernement-Wali tenue hier samedi 25 septembre à Alger a été l'occasion pour le président Abdelmadjid Tebboune de faire quelques annonces populistes ou réalistes, ou même qui nous font voyager dans un autre univers. Un monde imaginaire que vit M. Tebboune et son entourage, comme celui de dire que le monde entier reconnaît que l'Algérie est une force de frappe, sauf certains Algériens. À vous de juger, bien sûr. On dit que les rêves sont permis, mais un rêve qui correspond à la réalité que nous vivons, que vit notre pays. Comme les promesses de M. Tebboune, un TGV de Tamanrasset à Alger ou encore l'Algérie qui dispose du meilleur système sanitaire en Afrique, alors que les Algériens mouraient par centaines par manque d'oxygène. Ou encore des incendies qui ont ravagé notre pays alors que l'Algérie ne dispose d'aucun Canadair pour faire face à ces incendies. Même les robinets des foyers algériens ont connu une panne sèche cet été, avec des températures qui avoisinaient les 50 degrés. En même temps, les routes maritimes empruntées par les haragas algériens pour relier le sud de l'Espagne sont en train de se transformer en un cimetière en mer, avertissent de nombreuses ONG espagnoles et organisations internationales. Plusieurs ONG espagnoles affirment que la majorité extrême de ces morts et personnes portées disparues sont des ressortissants algériens. L'Algérie est devenue ainsi parmi les principaux exportateurs de malheur et de désolation depuis les rives sud de la Méditerranée vers les rives nord de l'Europe, à savoir les côtes espagnoles. Dans une autre déclaration, M. Tebboune reconnaît que l'Algérie dispose d'une économie sous-développée, qu'il faudra faire passer de la rente à une économie de la connaissance et de la performance, s'il vous plaît. Il ne faut pas cacher le soleil avec un tamis. Notre économie répond parfaitement à la définition d'une économie sous-développée. C'est une économie désintégrée, une économie où il n'y a pas d'échange intersectoriel, une économie orientée vers l'importation, a regretté Abdelmadjid Tebboune. L'attente n'est plus possible. Il faut faire un bond qualitatif et mobiliser toutes les énergies. Nous devons être le locomotive, pas le wagon de n'importe qui, a-t-il tonné. Nous allons ouvrir le capital de nos entreprises à l'investissement. Nous sommes arrivés à la nécessité d'ouvrir le capital, même celui des banques. Il y aura un nouveau financement et un nouveau mode de gestion, a-t-il dit. Il a aussi rassuré les Walis en insistant sur la dépénalisation de l'acte de gestion, rappelant que les lettres anonymes ne doivent pas être prises en compte et que toutes les enquêtes visant les agents publics doivent avoir l'aval de la tutelle. Tebboune a parlé de tout, sauf l'essentiel. Le problème que vit notre pays, M. Tebboune, est essentiellement politique. Oui, politique. Depuis l'indépendance en 1962, aucun président algérien n'a été porté par le peuple. Tous les présidents algériens civils ou militaires ont été placés ou adoubés par le pouvoir militaire. Le contournement de la souveraineté populaire est une constante de l'histoire de l'Algérie indépendante. À l'image des dictatures en fin de règne, vous êtes prisonnier de cette incapacité chronique à vous extraire de vous-même et prendre conscience de tout le mal et des souffrances infligées au peuple depuis trop longtemps. Reste-t-il encore des patriotes dans les sphères du pouvoir pour faire entendre la voix de la sagesse?
Donc on aura deux sujets. On parlera de la Tunisie, mais aussi de l'Algérie, de cette rencontre gouvernement Wali. On a entendu les déclarations de Tebboune, on va revenir sur ces déclarations. On va commencer avec le sujet tunisien. Comme vous savez, il y a eu des manifestations un peu partout en Tunisie, surtout à la capitale, donc pour dénoncer les mesures prises par le président actuel, Kais Saïd. Et on a un invité avec nous, Monsieur Ahmed Bargaoui, docteur Ahmed Bargaoui, chercheur et universitaire, qui sera avec nous depuis Paris pour nous éclairer un peu sur ce qui se passe en Tunisie. Mais avant de lui donner la parole, on essaiera de voir juste ces images. Donc, c'est des images d'aujourd'hui en Tunisie, des manifestations des Tunisiens contre le président Kais Saïd. Donc ça, c'était en Tunisie aujourd'hui. Sha'b yurid isqat al-inqilab. On va essayer de comprendre ce qui se passe en Tunisie et aussi comment c'est vu par notre pays, par les gens aussi qui sont dans le Hirak. On a avec nous Dr Ahmed Bargaoui, qui est tunisien, chercheur universitaire, qui est avec nous depuis Paris. Dr Ahmed Bargaoui, merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Écoutez, je vous remercie aussi de votre invitation et je remercie tous les auditeurs et les spectateurs de la chaîne El Magharibiya. Allah ybarak fik, docteur. Merci à vous d'être avec nous. Docteur, qu'est-ce qui s'est passé donc aujourd'hui? C'est la deuxième semaine. Le peuple tunisien sort en force pour demander donc qu'on met fin donc à ces mesures prises par le président Kais Saïd. Comment peut-on qualifier ces manifestations, docteur? Cette journée, comme vous l'avez souligné, est déjà gravée dans la mémoire de tous les Tunisiens et je l'espère aussi un peu partout dans le monde arabe. Certes, la Tunisie a initié ce qu'on appelle le printemps arabe. Elle recommence la même expérience après un avortement. Après un avortement de la part du président de la République, lequel a été élu sur la base de cette constitution 2014. Il a juré sur le Coran qu'il va respecter la constitution, qu'il va respecter aussi le choix des Tunisiens et qu'il va aussi s'engager à accomplir la mission laquelle les Tunisiens lui ont confiée. Malheureusement, le président actuel, Kais Saïd, n'a pas tenu ses engagements auprès des Tunisiens, n'a pas tenu aussi ce qu'on appelle Qasamou sur le Coran, et n'a pas respecté la mémoire des Chouhada en Tunisie, les martyrs des Tunisiens 2011. Du coup, les Tunisiens se sont exactement, ils sont manifestés massivement aujourd'hui, partout en Tunisie, particulièrement dans la capitale tunisienne et particulièrement dans l'avenue
de ce qu'on appelle la révolution, l'avenir Fawra. C'est un message fort. Espérons que l'actuel président va l'entendre. Le docteur Ahmed Bargaoui? Oui, je vous en prie. Très bien. Est-ce que vous pouvez élever un peu votre voix, docteur Ahmed Bargaoui, comme ça on pourra vous entendre très bien. Est-ce que vous pensez que la révolution, parce qu'il y a eu un blocage aussi, ça fait presque 10 ans, docteur Ahmed Bargaoui, et la révolution, est-ce que vous pensez que la révolution a échoué à régler les vrais problèmes ou les problèmes socio-économiques des Tunisiens? Certes, la classe politique, après la révolution, n'ont pas pu accomplir les aspirations du peuple tunisien sur le plan économique particulièrement. Ils étaient plutôt occupés des querelles, si j'ose dire, idéologiques entre plusieurs partis. Mais moi, j'étais toujours attentif à ce hirak. C'est le terme algérien que j'ai utilisé. Pourquoi? Parce que on a vu dans l'histoire que la Révolution française a été avortée 3 ans après. Après aussi, il y avait l'arrivée de l'empereur Bonaparte. Et quand on dit l'empereur, il n'y avait plus de Révolution française. C'est après 150 ans que la France a connu les valeurs de sa propre révolution. La Tunisie actuelle, elle passe exactement par une période très difficile. C'est une gestation très difficile aussi, mais de toute façon, l'aboutissement sera positif, sera accompli pour les générations qui vont venir aussi. Il ne faut pas penser à l'actuelle gestation qui est très difficile. Moi, je considère que, certes, cette classe politique, les partis ont échoué, j'ai bien dit, sur le plan économique et social, n'ont pas pu résoudre les différentes difficultés du citoyen tunisien, les difficultés quotidiennes. Mais ça a été aussi, il faut le souligner ça aussi, que certains pays aussi étrangers n'ont pas facilité la tâche aussi de la classe politique tunisienne. Il y avait malheureusement une ingérence indirecte et directe pour apporter ce qu'on appelle le berceau du printemps arabe, c'est la Tunisie. C'était voulu. Je considère que c'est bien normal qu'on passe par cet itinéraire très, très compliqué. C'est un itinéraire très compliqué, vous êtes en train de dire, docteur Ahmed Bargaoui. Il y a ceux qui reprochent donc au président actuel Kais Saïd de violer donc la Constitution, mais de l'autre côté, les supporters de Kais Saïd disent que cette Constitution, que la même Constitution a bloqué le pays, mais aussi a divisé le pays. Oui, cette constitution, tout d'abord, a été votée unanimement de 117 voix sous la coupole de Majlis al-Sha'b, le Parlement tunisien, en 2014. Ça a été applaudi aussi dans le monde entier, y compris l'Algérie. C'est une constitution déjà qui, comment dirais-je, tout d'abord qui répond principalement aux aspirations des Tunisiens qui veulent en finir avec une constitution présidentielle et qui donne exactement tous les droits à une seule personne de diriger un pays, étant donné qu'on n'a pas, malheureusement, le monde arabe n'a pas cette culture aussi, on n'a pas encore accédé à cette constitution présidentielle qui peut exactement prévaloir les droits des citoyens avant les droits d'un président. Donc les Tunisiens ont opté pour cette constitution relativement parlementaire et qui va éviter exactement, parce que les Tunisiens ont souffert sous l'égide
de 2 présidents seulement après l'indépendance, et surtout le tout dernier. Donc on a voulu à ce qu'on donne une nouvelle culture, si j'ose dire, une nouvelle tradition aussi de participative pour les citoyens tunisiens. Moi, je replace la révolution tunisienne, tout ce qui se passe actuellement en Tunisie, dans sa dimension géographique, dans sa dimension géopolitique et stratégique. Et bien entendu, la Tunisie n'est pas détachée de sa géographie maghrébine. C'est la voisine de l'Algérie, la grande Algérie. Très bien. Sur cette question, Dr Ahmed Bargaoui, parce que je pense que ça va dans le même sens de ma question. La Tunisie, donc cette révolution tunisienne, ça a été donc le déclic, si on peut dire, du printemps arabe. Est-ce que vous pensez qu'il y a des pays qui ne veulent pas que cette expérience ou cette révolution qui a mené donc au peuple tunisien d'exprimer sa volonté ne réussisse pas? Est-ce que vous pensez que la Tunisie est en train de vivre une contre-révolution? C'est exact. Je partage votre avis. Votre question est essentielle. Et je considère, c'est ce que j'ai dit, si je replace la Tunisie, la révolution tunisienne, dans sa dimension aussi géostratégique, certains pays du monde arabe particulièrement n'ont pas voulu un changement dans le monde, dans la Tunisie, et après ce qu'elle a provoqué comme séisme dans la région, la Libye, le Yémen, la Syrie, l'Égypte, parce que ils se sont, comment dirais-je, ils se sont vus apparemment menacer leur trône, menacer leur chaise présidentielle. Et bien entendu, un changement dans le monde arabe doit être vu par le monde entier. Les Occidentaux savent bien si le monde arabe va changer, c'est un changement au détriment de leurs intérêts avec le monde arabe. Il faut le souligner aussi, ça. Nous avons passé, même nous avons sur la coupole de le colonialisme, après aussi le départ du colonialisme, on a malheureusement été gouverné par des gens plutôt proches dans leur culture, dans leur vision politique, proche de l'Occident. Donc le changement en Tunisie, c'était une certaine expression de rupture avec la culture, tout d'abord, d'être toujours sous la coupole surtout de l'Occident, et disons-le. Donc la Tunisie a été mal vue par certains pays arabes, et ils ont activé et réactivé ce que j'appelle moi Ad-Dawla al-Amiqa, l'ancien pouvoir, pour faire barrage à une réussite à partir de 2011, et c'est ce que ça a été fait. Je vais vous donner un chiffre très important. Il y avait minimum 10 000 manifestations, blocages de l'activité économique depuis 2011. Très bien. Compte un pays qui a été paralysé par les manifestations, malheureusement, des syndicats, paralysé par certains partis, disons-le, de tendance gauche aussi, qui malheureusement voyaient que l'arrivée aussi à la tête du gouvernement d'un parti islamiste ou islamique, c'est pas la connotation que j'apprécie. Voilà. Parce vous êtes en train de dire, Dr Ahmed Bargaoui, que le pays est paralysé, et beaucoup de Tunisiens le disent aussi. Est-ce que vous pensez, quelle marge de manœuvre pour le président Al-Qaïs Saïd maintenant pour faire face ou continuer donc dans ces mesures, sachant que de l'autre côté, il y a beaucoup de forces politiques qui étaient avec lui et qui est contre lui maintenant. Quelle est la marge de manœuvre donc pour Qaïs Saïd, et comment vous voyez les perspectives pour la Tunisie et le peuple tunisien? Très rapidement, Dr Ahmed Bargaoui, Allah yabarak fi. Moi, mon souci actuel, et j'ai une crainte aussi, je le dis sincèrement,
que l'actuel président n'écoute pas de bonne oreille les avertissements du peuple tunisien, les avertissements aussi de la communauté internationale. Il faut que je vous dise quelque chose, que les États-Unis a donné plusieurs signes au président et plusieurs messages. Elle a envoyé, vous vous rendez compte, 6 messages. Vous vous rendez compte que la présidente, le vice-président de Joe Biden, Madame Harris, elle a téléphoné directement à Kais Saïd après la délégation du Congrès américain. Et avant-hier, il y avait aussi un communiqué aussi de la part des États-Unis demandant et exigeant à Kais Saïd de revenir à la Constitution, de respecter aussi le Parlement tunisien. C'est le choix des Tunisiens. Et malheureusement, ce que je crains, que l'actuel président avec son équipe n'écoute pas de la même manière exactement les messages. Et il est resté muet jusqu'à maintenant. Il ne réagit pas. Et je vais aussi souligner autre chose très importante pour moi. C'est que l'Algérie, depuis la révolution tunisienne, n'a pas arrêté son aide à la Tunisie. Je vois que l'Algérie, elle a porté beaucoup d'aide à la Tunisie. Et elle voit aussi, elle est en train d'observer ce que se passe en Tunisie. Et bien entendu, on a le conflit actuel en Libye, et imaginez qu'on va élargir ce conflit en Tunisie. C'est-à-dire qu'on veut exactement atteindre l'Algérie, il faut le dire. Et du coup, donc, l'intérêt de l'Algérie aussi, de maintenir la sécurité en Tunisie, ce que j'appelle la paix sociale, et à tout prix, parce que les pays qui veulent exactement provoquer une très grave crise en Tunisie, c'est qu'ils souhaiteraient par la suite passer à l'Algérie. C'est mon message. Et pourtant, Dr Ahmed Bargaoui, les Algériens sont sortis en millions pour demander donc qu'il y ait une rupture aussi avec le système politique en Algérie. Est-ce que vous pensez que les Tunisiens vont sauver leur révolution et que le processus démocratique se mettra encore une fois sur les bonnes rails? Actuellement, ce qu'attendait la communauté internationale, exactement une réaction du peuple tunisien pour qu'ils puissent apporter leur soutien. Cette réaction attendue a été faite aujourd'hui par des milliers et des milliers de Tunisiens. Je considère maintenant que c'est à l'équipe du président de la République de réagir favorablement aux aspirations des Tunisiens et d'en finir avec cette crise et de revenir sur ses engagements et surtout sur ce qu'il a fait, la fermeture du Parlement tunisien. Je reste un petit peu sceptique, espérant d'ici quelques jours que l'actuel président fait savoir sa position, et par la suite, certainement, l'Algérie, les États-Unis et les autres vont intervenir. Yatek Saha, Dr Ahmed Bargaoui, Barakallahu Fik, je vous remercie pour cette intervention. Chercheur et universitaire qui était avec nous, chercheur universitaire tunisien qui était avec nous depuis Paris, par rapport donc à la situation en Tunisie. Et on va enchaîner bien sûr avec la situation en Algérie. Et notre titre aujourd'hui, Tebboune, l'Algérie est une force de frappe, a-t-il déclaré donc dans cette rencontre gouvernement Wali qui s'est tenue donc hier. On va revenir sur certaines déclarations et la réalité que vit notre pays. Espérons avoir nos invités bien sûr pour répondre donc à cette bien sûr à ces questions. On va essayer d'écouter avant de faire intervenir nos invités les déclarations de M. Tebboune donc qui disait que l'Algérie est une force reconnue par le monde entier. On écoute Abdelmajid Tebboune. مش بالقدرات تاع بلادها يأمنوا بالقدرات تاع الغير هما دايرين روحهم ما الجزائر قوة ضاربة العالم كله معترف بالجزائر إلا بعض الجزائريين تلقاهم نهار كامل هما يقزموا في البلاد نهار كامل هما ينتقدوا نهار
معليش الانتقاد مليح، الانتقاد البناء يخليك يعني تفوت المراحل اخرى، ولكن ما تقزمش بلادك. العالم كله عارفها باللي قوة جهوية، باللي قوة تجيب السلام في المنطقة، باللي قوة جابت توازنات في المنطقة. دولة اللي تخرج 250 ألف جامعي سنويا، بقى لي أنا ما نشكك في الشباب تاعها، ستارت اب، ميكرو انتربريز ولا غيرها. C'est un problème de dignité nationale. Dignité nationale. واذكر الجزائر واسغى إن ذكر اسمها تجد الجبابرة ساجدين ركعا. هانا كبرنا هكا. اللي ما يعترف بالبلاد. Donc M. Tebboune est en train de dire que c'est une question de dignité nationale. Le monde entier reconnaît que l'Algérie est une force de frappe, sauf certains Algériens. Donc il est toujours dans cette logique de minorité. Mais on va montrer à M. Tebboune aujourd'hui donc une vidéo circulant ce matin depuis le bureau d'exploitation de l'ANEM pour le quartier de Batewa à Oran, après que la société Sonatrach a ouvert 120 post-emploi qui donne donc une image de la problématique du chômage que vit notre pays ou notre jeunesse, parce qu'il a parlé aussi de 250 000 étudiants qui sont donc gradués chaque année, mais comme l'avait si bien dit donc un professeur, il m'a dit qu'en Algérie, on forme pour déformer. On regarde cette vidéo. Donc ça c'était Batewa Oran. Vous avez vu, les images parlent d'elles-mêmes. Donc j'ai le plaisir d'accueillir, que je pense qu'on a Maître Nabila Smaïl, avocate, membre du Conseil national du FFS, qui est avec nous depuis Alger. Mais je pense aussi on a notre ami Abdou Sambar, qui est journaliste, mais directeur aussi d'Algérie, part depuis Paris. Maître Nabila Smaïl, je vais commencer cette émission avec vous. Merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Marhaba, merci à vous de m'avoir invité. Merci, cher maître. Alors, le monde entier reconnaît que l'Algérie est une force de frappe, sauf certains Algériens. Qu'est-ce que vous pensez donc, maître Nabila Smaïl, par rapport à cette déclaration de Abdelmajid Tebboune? Une déclaration plutôt choquante, parce que ce n'est pas la première fois que M. Tebboune parle des minorités. Il a même parlé de la majorité qui devrait respecter le choix de la minorité lors des résultats des scrutins passés. Mais ce qui me choque, c'est que il y a un décalage, il y a un grave décalage entre le discours et la réalité. Le discours n'est pas destiné aux Algériens, parce que les Algériens sont en train de vivre le contraire de ce qui a été dit. Ce n'est pas les Algériens qui ont réduit l'État algérien, qui ont réduit l'Algérie. Il faut faire une grande différence entre l'État algérien, entre l'État qui est incarné par un peuple et entre un système qui est rejeté par ce peuple. C'est pas le peuple qui qasem Dzaïr. Celui qui qasem Dzaïr, c'est ce régime qui réprime sans raison, qui réprime un peuple pacifique. C'est ce régime qui pousse ces 25 000 étudiants diplômés à quitter le territoire national pour aller faire le bonheur des Européens ou le bonheur des autres pays qui, selon lui, considèrent que l'Algérie est une force de frappe. C'est une force de frappe qui réprime, qui utilise les institutions de l'État pour réprimer
pour appauvrir. Il y a une décadence, il y a un appauvrissement terrible. La force d'un État consiste à assurer son autosuffisance alimentaire. Il consiste à assurer son autosuffisance médicale. Il consiste à assurer son autosuffisance économique. Or, nous avons une économie à genoux. Nous avons des écoles en faillite. Nous avons des banques en faillite. Nous avons une pauvreté qui est en train de connaître une augmentation très alarmante. Nous avons les libertés. Il n'y a pas d'État sans liberté. Il n'y a pas d'État. On ne peut pas parler d'un État alors que la justice réprime des innocents et réprime le peuple, un peuple qui n'a fait que réclamer son droit constitutionnel. J'ai suivi votre émission par rapport à la Tunisie. La Tunisie, le peuple frère tunisien est en train de se révolter contre un président légitime qui est en train d'agir en dehors de la Constitution. Or, le peuple algérien est en train de militer pour une transition démocratique, pour un état de droit, pour une légitimité, cette légitimité qu'il n'a pas connue depuis 62. Et on le réprime, on le met en prison pour de simples écrits sur des réseaux sociaux ou pour avoir réclamé une démocratie, réclamé une constituante, réclamé un état de droit et réclamer le respect des libertés. Et on me parle de Kouwa Zariba. Kouwa Zariba tضرب شكون اللي راه مضروب dans cette phrase? C'est le peuple. Et c'est ça qui fait mal. Moi, je suis quelqu'un qui vit dans la réalité. Je ne vis pas dans des tours d'ivoire. Je vis la réalité. Je croise tous les jours que Dieu fait. Je croise des familles sur les trottoirs. Je croise des pauvres qui cherchent dans les poubelles. Je croise ces étudiants qui appellent, qui vont dans tous les sens pour essayer de trouver un emploi. Je croise ces parents qui pleurent parce qu'ils ont accompagné leurs enfants à l'aéroport. Je croise ces jeunes, cette potentialité, cette grande potentialité. D'ailleurs, dernièrement, si tu me permets, Khoya Nasser, dernièrement, après le décès de Bouteflika, j'ai lu quelque part le message de condoléances qui a été présenté par l'ancienne ambassadrice américaine en Algérie, qui avait dit qu'il est vrai qu'il a marqué son époque. Oui, Polachik. Il est temps que la génération de révolutionnaires laisse la place à cette potentialité de jeunes, à cette force de jeunes pour décider du sort de leur État. L'État algérien est un État qui est fort. Wallah ma yطيح, quel que soit ce qu'ils sont en train de faire ou ce qu'ils sont en train de dire pour miroiter des mensonges. Wallah ma طيح الجزائر, parce que الجزائر واقفة بشعبها وشعبها il est en train de souffrir sans avoir commis la moindre erreur. Maître Nabil Esmaïl, je sais que vous êtes en route, mais restez avec nous. Je vais revenir à vous parce que je pense que j'avais dit que Abdou Soumar est avec nous. Abdou Soumar, bonsoir, marhaba bik. Marhaba bik Nasser, merci pour l'invitation et mes salutations à tous les téléspectateurs et les spectatrices de Al Magharibi. Merci cher Abdou d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Abdou Soumar, alors est-ce que vous faites partie de certains Algériens qui ne voient pas que le monde entier reconnaît que l'Algérie est une force de frappe, comme l'avait déclaré Abdelmadjid Tebboune, Al-Kouwa Dhariba? Je pense que je fais partie de la majorité des Algériens, Nasser, qui voient qu'il n'y a pas de force de frappe. Mais la force de frappe, on la voit contre les détenus politiques, contre les opposants, contre les journalistes indépendants, contre les pauvres, contre ceux ou celles qui essaient de se révolter, pour se battre pour le changement pacifique, pour le changement démocratique. هذه يضرب القوة الضاربة احنا نشوفوا راهم يضربوا في الزواولة، راهم يضربوا في لي جورناليست، في لي زوبوزون، في جماعة الحراك، في السياسيين، في المعارضين. هذه قوة ضاربة رانا شفناها. Mais pour le reste, Tebboune, je pense encore une fois, le discours terreau, en fait, il y a des dessous à ces discours-là. En fait, Nasser, actuellement, le pouvoir algérien, il est en train de cibler de manière violente et très hostile les opposants qui sont en exil.
c'est-à-dire les opposants exilés, les journalistes qui sont en exil, qui sont les seuls à continuer un peu le combat démocratique, ou là qui essayent de révéler, de donner des informations, de faire des révélations, de montrer un peu les vérités qui sont cachées ou là étouffées par le régime algérien. النظام الجزائري قضى على الحرية التعبير في الجزائر. قضى عليها خلاص، mais à part quelques exemples, mais qui se comptent sur le bout d'un doigt, sur les doigts d'une main. Radio M, شوية مساكن, ils essayent, mais ils restent très superficiels. الوطن ليبرتي راحوا فيها, le soir ما بقى فيها والو, mais خلاص يعني ما كاين حتى حرية صحة. même الناس في فيسبوك راهي تخاف. Il y a plus de 2000 Algériens, خويا ناصر, 2000 Algériens et Algériens qui sont poursuivis devant les tribunaux pour leurs opinions exprimées dans des publications sur Facebook. 2000, plus de 2000 Algériennes et Algériens. Depuis février 2021. الناس راهي تخاف. اليوم شفنا des militants يحكموهم, ينحوا لهم les téléphones, وشاهد Facebook, même des avocats. Des avocats حكموهم, ils ont été auditionnés pour leurs écrits sur les réseaux sociaux. Il y a un climat de terreur généralisé. Les seuls qui continuent à résister, du moins à résister de manière beaucoup plus efficace, plus frontale, parce qu'on peut se permettre de continuer de résister, parce qu'on est à l'étranger. Ce sont les opposants, les journalistes et les exilés qui dérangent le régime algérien. On est dans le dire une tactique, un plan, une nouvelle stratégie pour essayer de les étouffer, parce que ما راوش حاب انه خرايبو يبقاو يخرجوا في les réseaux sociaux, يخرجوا في les plateformes qui sont très populaires en Algérie. Comme il ne peut pas censurer Facebook directement, comme il ne peut pas censurer YouTube directement parce qu'il va s'attirer les foudres des États-Unis d'Amérique et des grandes puissances occidentales, il essaye donc de noircir l'image des opposants, de les casser, de les empêcher de parler. Mais en même temps, Abdou, il avait reconnu aussi que l'Algérie dispose d'une économie sous-développée, qu'il faudra faire passer de la rente à une économie de la connaissance et de la performance. De l'autre côté, il reconnaît aussi qu'on n'a pas d'économie. Donc, c'est quoi cette contradiction? D'un côté, il dit nous sommes une force qui est reconnue, donc frappante, qui est reconnue par le monde, et de l'autre côté, une économie sous-développée. Wallah Nasser, si tu cherches de la rationalité dans les propos de Tebboune, tu ne vas pas trouver. C'est-à-dire c'est une perte de temps et d'énergie d'essayer d'analyser ou là, de relever de la rationalité et d'essayer de comprendre des arguments de Tebboune quand il parle. C'est un discours, c'est du populisme, donc on attaque ceux qui critiquent le pouvoir, on les diabolise, c'est des traîtres, خاونة يخدموا مع المروك يخدموا مع قطر ولاد فرنسا ولاد الحركة etc. Ils se bouffent à longueur de journée. Et d'un autre côté, il dit que oui, c'est vrai, nous avons des problèmes, nous devons faire ceci, cela, etc. وعلاش هو يقول هكذا pour dire بلي c'est pas de sa faute, بلي c'était l'Algérie, elle était sous-développée bien avant lui. Lui, il veut juste se justifier. قال معايا ما كاش الماء, c'est pas de ma faute, c'est le chômage, c'est pas de ma faute. C'est jamais de leur faute dans ça. Mais les جات Tebboune, c'est jamais de leur faute. Ou c'est de la faute de Bouteflika, du régime de Bouteflika اللي من قبل, ou là c'est de la faute des traîtres et des agents du Maroc et d'Israël et du Qatar ou là, des puissances étrangères, ou là c'est à la fois, ou là c'est des complots des opposants qui sont à l'étranger. Donc, on attend un président de la République qui ne fait pas de constat, il fait des solutions. Le constat que le pays est sous-développé, n'importe qui تروح البومعطي ولا تروح ما باليش انا قهوه الشرقي يقول لك انا لا بالنا بلي بلادنا ماشي متخلفه. Tebboune, il n'apprend rien aux Algériens. Ce qu'on attend d'un dirigeant, c'est qu'il propose des solutions, c'est qu'il adopte des nouvelles des mesures concrètes pour aller vers des solutions concrètes aux problèmes concrets de la population algérienne. Depuis 2019, depuis 2020, que des réunions sans aucune solution. Je le dis, on fait le bilan Bedoui, le gouvernement Bedoui, mars 2019 jusqu'à fin mars 2019 jusqu'à décembre 2019 a été plus efficace que dans son bilan, dans sa manière d'agir et dans sa manière de gérer le pays que les deux gouvernements de Djebram Tebboune depuis janvier 2020. ما كاين والو, البلاد راهي حابسه, ما كاش ان بروجي. un projet, le début d'un projet ما كاش. Tout le reste c'est des كلش مبني على le mensonge ويخرطوا ويكذبوا les chiffres وما على باليش. Où les experts sont là en train de parler, d'analyser, mais qui écoute? Il n'y a plus de raison, il n'y a plus de bon sens.
وين راهي رايحه الحال عبدو يعني c'est la question que posent beaucoup d'Algériens parce que il y a un sentiment de désespoir là qui est en train de prendre dans l'ampleur شفنا يعني مع الphénomène تاع الحرقه donc les Algériens se posent يعني cette question où va cette Algérie ils ont parlé d'une Algérie nouvelle alors que on est en train que les choses s'empirent يعني s'empirent de plus en plus la répression contre les hirakistes, contre les gens, des journalistes qui essayent de faire leur travail. Quelle est la marge de manœuvre de ce régime? Le régime a une marge de manœuvre qui est limitée parce qu'il ne dispose pas ni des moyens financiers, ni de la légitimité politique, ni d'une bonne situation financière pour pouvoir durer longtemps. La marge de manœuvre, elle est très limitée. C'est pour ça qu'il panique. Ce régime essaye absolument d'inventer des ennemis à l'extérieur, que ce soit des opposants algériens ou des pays voisins comme le Maroc. Il prétend même faire la guerre à Israël. Subhanallah, un pays qui n'arrive même pas à gérer la pénurie des sachets de lait et la pénurie de l'eau potable va faire la guerre à un pays qui a 400 têtes nucléaires. Donc le régime est en train d'inventer des ennemis en permanence pour dire que c'est pas de sa faute, c'est de la faute de ses ennemis, que lui il est victime d'un complot mondial. C'est les extraterrestres qui sont en train de comploter contre nous. Donc voilà, on va aller vers un délire, on va aller vers une psychose collective qui va s'installer, qui va se généraliser à l'ensemble du régime algérien. Maintenant, le pays, il y a deux chemins, Nassar, il n'y en a pas 36 000. Ou un chemin d'une nouvelle révolte populaire, mais cette fois-ci beaucoup plus structuré, beaucoup plus mûr que le Hirak et beaucoup plus efficace que le Hirak. Et ça pourrait créer une dynamique de changement. Maintenant, le régime sera obligé de faire des concessions et on aura l'arrivée au pouvoir d'une nouvelle classe de dirigeants. Ou là, on a la route la plus dangereuse qui est la dislocation, l'appauvrissement du pays, le Venezuela. Il y a une crise financière généralisée, l'appauvrissement généralisé, une bombe migratoire, le nombre d'immigrants algériens va exploser. On aura des millions d'Algériens qui voudront quitter le pays. Et l'Algérie, le pays survivra avec de l'aide de la Chine, l'aide de la Russie, de quelques dictatures pour se maintenir tant bien que mal en vie. Voilà les perspectives de ces 2 ou 3 prochaines années. On souhaite que la première route, celle de la contestation pacifique et populaire et efficace, pour avoir un changement réel avec une nouvelle classe de dirigeants. C'est le souhait, c'est le rêve. Est-ce qu'on va aboutir à ça? C'est pas évident, ça. Est-ce que vous pensez, Abdou, que le Hirak va revenir en force, comme il l'était en 2019, début 2020? Non, pour moi, le Hirak, il est mort. Le Hirak, il est mort. Le Hirak, il est totalement mort. Il est mort, alors qu'il y a des gens encore qui militent, ils sont interpellés, ils sont en prison, mais l'idée du Hirak, l'idée du changement est toujours là. Non, l'idée du changement, c'est une chose. Le Hirak en est une autre. Moi, je te parle pour que ça change en Algérie, il faut qu'il y ait un autre mouvement de contestation populaire, beaucoup plus efficace, beaucoup plus musclé, beaucoup mieux organisé. Mais le Hirak, à chaque vendredi, t'as 2-3 heures de chansons et tourner autour de quelques ronds-points, ça changera jamais, il est mort, c'est bon, ils l'ont vaincu. Il y a plus de marche, il y a plus de rassemblement. Il y avait la Kabylie qui tentait de résister. Il y a eu l'affaire Jamal Ben Ismail. Rappelle-toi, Nassar, on était ensemble quand je t'ai dit, où je compte avec Nassar. Tu vas voir, ils vont utiliser l'affaire Jamal Ben Ismail pour étouffer toute contestation. Ils ont culpabilisé la Kabylie. Donc, New Kabylie, t'as peur de sortir. Parce que le traumatisme de ce qui s'est passé le 11 août 2021, ça fait peur aux gens. Ils ont traumatisé les gens, donc personne. Donc la seule région qui pouvait continuer à résister, c'est pratiquement la lever le drapeau blanc pour le moment. Mais pour les prochaines perspectives, il faut un mouvement totalement différent du Hirak. Il faut qu'il y ait des partis politiques, des propositions, des grèves, des actions de protestation, paralyser certaines institutions, des rassemblements concrets de manière plus régulière la semaine. Mais un mouvement de révolte ou de contestation qui dure qu'une après-midi pendant le vendredi, il n'aura aucun sens. Il ne pourra plus jamais revenir parce que le régime a gagné la bataille de la rue, malheureusement. ولكن عبدو سمار اللي يسمعك يقول لك يا ودي عبدو سمار راهو متشائم يعني alors que le peuple a démontré. ناصر انا مانيش متشائم, انا je suis réaliste, انا je crois aux faits.
Je ne crois pas aux fantasmes et aux rêves. On ne bâtit pas un pays sur des rêves et des fantasmes. L'Algérie va changer. Ça fait trois décennies. Si on compte tout ce que l'Algérie a connu, octobre 88, la décennie noire, les printemps berbères de 2001, les printemps berbères de 1980, tous les mouvements de contestation que l'Algérie, très peu de pays ont connu autant de révoltes populaires. Ça n'a pas abouti. Moi, je suis pas pessimiste, je suis réaliste. Je dis que s'il faut qu'il y ait un changement, il faut qu'il y ait une révolution sérieuse. Mais est-ce que vous pensez aussi que c'est un processus qui est en train de... et ça va prendre du temps, Abdou Semmar. C'est un processus... Certainement, mais on en a déjà, ça fait... Depuis octobre 88 jusqu'à aujourd'hui, on a داخلين في 40 سنة يا ناصر. خويا ناصر في 40 سنة des pays se sont construits. روح شوف سنغافور في 40 سنة شوف وين راهي. La Turquie en 40 ans شوف وين لحقوا. روح شوف des pays africains en 40 ans comment le Sénégal a réussi tant bien que mal à se démocratiser. شوف en 40 ans ce que le Ghana a pu faire. شوف ce que d'autres pays à travers le monde en 40 ans ce qu'ils ont pu faire. حنا مازلنا ندوروا في le même problème. Est-ce que état civil pas militaire, légitimité populaire, quelle démocratie, quel type de régime politique, on n'a rien réglé. On a un doro dans un cercle infernal. Le développement économique, mais n'a aucune stratégie. Le pétrole ou le gaz. Vous imaginez ça si on n'avait pas le pétrole et le gaz. On serait comme l'Éthiopie ou le Soudan. Au moins, l'Éthiopie, ils ont une croissance économique. On serait comme l'Éthiopie des années 70 et 80. Parce que regarde l'Éthiopie en 40 ans, ce qu'ils ont construit. Il faut que les Algériens se rendent compte que nous sommes extrêmement en retard, Nasser. On est très en retard et le temps qu'on est en train de perdre, c'est de l'argent. Parce qu'on a une croissance démographique, Nasser, de 1 million de bébés par an. Les jeunes, les aides au début des années 2000, parce qu'ils n'ont pas d'avenir en Algérie. Donc, s'il faut qu'on change, si on veut réellement le changement, il faut se battre de manière sérieuse pour ce changement. Il faut accepter de surmonter. Il faut que les politiques assument leurs responsabilités. Le changement ne viendra pas de l'ouvrier uniquement. L'ouvrier est une force active. Lazmna un projet de société. Lazmna des actions de protestation sérieuses. Mais tu dis selmia, on dit dire la grève, mais c'est selmia. ما درنا والو جوزنا عامين 3 سنين le résultat il est là c'est une désolation totale l'Algérie. L'Algérie ne tient grâce à la solidarité de son peuple. Sur la crise du Covid-19, l'oxygène médical, ce sont les Algériens qui l'ont acheté avec leur propre argent. Tout ce qui s'est passé, les feux de forêt. On a assisté ces derniers temps à des événements qui prouvent qu'il y a une faillite pratiquement générale de l'État et qu'il n'y a qu'une solidarité citoyenne qui essaye tant bien que mal de permettre à ce pays de continuer de résister et d'exister encore. Yatek Saha Abdou Semmar, barakallahu fik, merci à vous. Abdou Semmar qui était avec nous, journaliste et directeur d'Algérie Part, qui était avec nous depuis Paris. Je vais revenir à Maître Nabil Esmaïl avant de lui donner la parole. Le premier, donc le chef du gouvernement, Ayman Ben Abdelrahman, a évoqué une amélioration progressive du cadre de vie des citoyens dans la majorité des régions du pays. Ce qu'il avait déclaré donc hier durant donc cette rencontre gouvernement-Wali. Les Algériens se posent la question, il est où ce développement donc du cadre de vie des citoyens? Mais aussi, on revient aussi sur certaines déclarations. La première conférence de presse de Abdelmajid Tebboune, quand il avait déclaré que, quand le journaliste lui avait posé la question, quel pays étranger vous allez visiter donc en premier, il avait donc répondu que la première visite ou les visites qu'il fera, ça sera les visites donc aux wilayas algériennes, aux wilayas du pays. Mais malheureusement, depuis 2019, Abdelmajid Tebboune n'a visité aucune wilaya. On écoute donc ce passage. محمد عمر ميلاني شروق نيوز. طبعا أتمنى أن يكون هناك تقليد للرئيس الجديد الجزائري في عقد ندوات صحفية ونتمنى ألا تكون الأخيرة. وصلت قصر المؤتمرات يوم المناظرة ثالثا وذهبت بالأمس للاقتراع ثالثا ووضعت صوتك باليد اليمنى. من هي الدولة الأجنبية الأولى التي سيزورها سيد الرئيس بعد الجلوس على كرسي الرئاسة؟ شكرا. شكرا. إلى فيه رزنامة دولية لتقتضي حضور رئيس الجمهورية أنا مضطر نمشي، وإلا أنا نزور داخل الوطن قبل ما نزور الخارج إن شاء الله.
لأني التزمت مع إخوان في الجنوب في الشرق في الغرب أنني سأزور ولايتهم دشرة بدشرة إن شاء الله إن شاء الله. Donc ça, c'était les déclarations d'Abdelmajid Tebboune. Malheureusement, il n'a visité aucune wilaya depuis 2019, donc depuis le 12-12. Maître Nabil Esmaïl, on est toujours donc face à cette situation, on est toujours dans le délire. Vous avez parlé de décalage entre le pouvoir et la réalité que vit le peuple algérien. Quand on entend Ayman Ben Abdelrahman évoquer donc une amélioration progressive du cadre de vie des citoyens dans la majorité des régions du pays, alors qu'on a vu des queues, des chaînes pour l'Adès, pour le Hammaz. On est arrivé vraiment à des temps, on se dit vraiment l'Algérien est devenu la risée, si on peut dire, ou l'Algérie est devenue la risée du monde. Maître Nabil Esmaïl. J'ai mal quand je vous entends dire que l'Algérie est devenue la risée du monde, parce que c'est mon pays et je ne voudrais surtout pas qu'elle devienne la risée du monde. Quelle que soit la situation, on reste fier d'être algérien. Je sais que beaucoup ne partagent pas ça, mais il s'agit d'une lutte contre un régime, pas contre l'État algérien. Il s'agit d'une lutte contre un régime... Mais quand, Maître Nabil Esmaïl, quand on parle de la situation, on n'est pas en train de parler de l'État algérien. On est en train de parler de la situation économique, la situation politique et la responsabilité des pouvoirs qui sont... Je n'ai pas fini. Allez-y, maître, allez-y. Quand il y avait le Bahboul Halmalia, ils se sont bien arrangés pour la faire sortir et pour la partager binatom. Maintenant qu'il n'y a plus d'argent, il y a le mensonge, il y a la manipulation, il y a l'ennemi extérieur imaginaire, il y a le boulourou, comme on dit, comme on a toujours dit, qu'on nous a inventé un boulourou pour nous faire dormir. C'est exactement la même chose. Il y a un gros risque sur la stabilité du pays. Il y a un gros risque sur la sécurité du pays, parce que quand on parle d'une révolution, quand on parle d'un hirak terminé, il y a un hirak qui ne pourra pas se terminer, parce que le mot hirak, c'est le début de quelque chose. On ne sait pas quelle forme il prendra en fonction de l'évolution négative des choses. Depuis le 22 février 2019, il n'a rien arraché à part un départ forcé de Bouteflika qui, quand on a vu et relu sa lettre de démission, n'était pas une lettre de démission, c'était une lettre de renonciation à un 5e mandat. Il a dit, j'ai décidé de renoncer à ma candidature à un 5e mandat. Donc on nous a fait chanter qu'ils l'ont poussé à la démission pour répondre à l'article 7 et 8 de la Constitution. Nous sommes en face d'un régime qui s'est accaparé le pouvoir depuis 62. Et c'est toujours cette même machine qui produit ces mêmes hommes qui n'ont que le mensonge et la manipulation et les moyens de l'État pour se maintenir au pouvoir. Qu'est-ce qu'a demandé le peuple algérien? Si ce n'est instaurer un état d'institution, si ce n'est choisir sa constitution, si ce n'est participer à l'instauration d'un état de droit. Et qu'est-ce qu'il a en échange? Il a les mêmes figures qui se répètent, les mêmes figures qui reviennent, en changeant uniquement les postes, en désignant l'un à la place de l'autre. C'est toujours dans le même cercle fermé, et ça, je peux vous dire, à partir de l'Algérie, à partir de l'intérieur de mon pays, qui est meurtri par cette chaste de personnes ou de personnages qui ont décidé de s'imposer à la volonté populaire. Ce pays que j'aime, qui est mon pays, je vous dis qu'il y a des signaux très très dangereux. On ne peut pas compter sur un silence, parce que ce silence peut cacher autre chose. Ce silence qui a été arraché à la baïonnette, qui a été arraché au coup avec des poursuites, qui a été arraché avec l'emprisonnement. Ce silence-là n'est pas un silence volontaire, c'est un silence forcé.
forcé, qui pourrait conduire vers quelque chose qui pourrait mettre en péril l'État algérien, parce que l'État algérien est fragilisé, les institutions sont fragilisées, l'économie est anéantie. Nous sommes devant un appauvrissement que le Premier ministre, qu'il dise ce qu'il veut dire, pour moi c'est un fonctionnaire au service d'un régime qui n'a aucun pouvoir de changer quoi que ce soit, parce que le mal est fait. Le mal est fait bien que, en écoutant des économistes, en écoutant des spécialistes en économie, l'Algérie possède des potentialités. Si jamais il y a une ouverture, parce que j'entends beaucoup qui disent non, maintenant il faut une autre forme de révolution, il faut que ça prenne une autre forme, plus structurée, des partis politiques. Donnez-moi un seul parti politique qui n'a pas été menacé de dissolution. Donnez-moi un seul parti politique qui a demandé à tenir un meeting avec la population à qui on a donné cette autorisation. Il y a une fermeture absolue. Les médias, les espaces publics, tout est fermé. Toutes les initiatives. Regardez le PAD. Regardez ce que les propositions qu'avait faites le FFS. Le FFS, je parle du FFS avec de grandes lettres majuscules. Toutes les propositions qu'il avait faites. Qu'est-ce qu'on en a fait? On l'a entraîné dans une élection qui ne pourra en aucun cas sauver l'Algérie, si ce n'est sauver le régime. Donc il ne faut pas, désigner les faux coupables. Il ne faut pas désigner les partis politiques ou les associations ou le peuple. Le peuple n'a plus aucun moyen. Maintenant qu'on nous dise que la rue s'y tue, qu'il n'y a plus de marche. Il est vrai qu'il n'y a plus de marche, mais qui dit que la colère, qui a préparé le 22 février, qui s'attendait au 22 février? Est-ce qu'on peut qui peut dire qu'il n'y aura pas un autre 22 février beaucoup plus structuré, beaucoup plus réfléchi, mais et beaucoup plus direct. Là, il y avait des initiatives, mais quand vous avez un pouvoir totalitaire qui vous ferme tout, qui utilise la justice pour réprimer, qui met tout le monde en prison, que parce qu'ils ont réclamé un droit, quand vous avez tout ça, comment pouvez-vous avancer? Vous avez un pouvoir qui ne veut pas tendre la main vers une table de négociation. Vous avez deux parties dans ce conflit. Vous avez le peuple et le pouvoir. Le peuple continue à revendiquer, il continue à être pacifique. Il ne veut pas aller vers la vie. Et vous avez un pouvoir qui est sourd, qui est dans le déni, dans le mensonge, qui refuse de reconnaître cette volonté populaire. Et là, le problème n'est pas du côté du peuple, mais il est du côté du régime qui se maintient, qui continue à punir le peuple, qui continue à infliger au peuple des sanctions qui ont rendu l'Algérie personne non ingrata. Très bien. Nabila Smaïl, même Abdelwahab Fersaoui qui était prévu dans cette émission qu'on a du mal à joindre, donc qui est président de RAJ. On peut lire aussi que le gouvernement réclame sa dissolution, maître Nabila Smaïl. Oui, c'est ce que je disais. Comment voulez-vous qu'une association qui a tant travaillé, comme l'association RAJ, qui est une association de jeunes qui produit, qui a beaucoup travaillé, beaucoup de mérite, comment voulez-vous qu'il continue à se battre ou à militer pacifiquement quand on le menace? Son affaire est programmée devant le Conseil d'État pour le 28 ou le 29. Je n'ai pas exactement la date. Mais quand on utilise, que demande le peuple? Le peuple demande que les institutions de l'État soient au service du peuple, pas le contraire. Quand on utilise la justice pour réprimer, pour faire taire tout le monde, à quoi vous vous attendez? Il ne faut pas confondre entre ceux qui regardent la situation de l'extérieur et qui apportent une aide considérable. C'est des Algériens, on n'a pas le droit de dire que parce qu'ils sont sortis, ils n'ont plus le droit de prendre part au sort de l'Algérie, n'ont plus le droit de donner leur avis. Mais il y a une situation de fermeture absolue, de répression exagérée. Il y a une situation inquiétante en Algérie. Vous ne pouvez pas considérer que le silence des régions ou le silence du peuple est un signe de soumission. J'ai entendu tout à l'heure Abdesmar dire que la Kabylie a levé le drapeau blanc, mais la révolution n'est pas une révolution kabyle, c'est une révolution algérienne. Si la Kabylie a continué jusqu'à ce qu'elle subisse les incendies qu'il a endeuillés, c'est parce qu'elle continue à penser ses blessures et elle n'a pas encore fait le deuil. Tous les jours que Dieu fait, nous perdons 2 blessés
blessés à l'hôpital de Douira, faute de prise en charge sérieuse et de prise en charge à l'étranger. Que plus de 40 jours après, il n'y a que 8 blessés qui a eu une chance de partir en Turquie. Il en reste encore plus de 28 blessés à l'hôpital de Douira qui souffrent de leurs blessures. Donc, je pense que cette Kabylie a trop donné, et je pense que la Kabylie est exactement comme toutes les wilayas du pays. Elle subit un diktat, elle subit une violence, elle subit une répression, comme à Alger, comme Oran, comme Constantine, comme Ain Defla, comme partout. Alors le mal est algérien. Il ne porte pas un matricule. Le mal, c'est le système, et le système... Maître Nabil Esmaïl, mais aussi est-ce qu'il faut faire un état des lieux par rapport donc au Hirak, quand Abdou Soumal avait parlé qu'il fallait donc relancer une nouvelle révolution ou relancer le Hirak. Quelle perspective pour le Hirak aussi? Cette question se pose, Nabil Esmaïl. Il faut faire confiance au peuple. Personne ne s'attendait à ce qu'il n'y ait pas les images de la coupole en 2019. Personne n'a le droit de les oublier. Les images de cette folie qui clamait un 5e mandat, personne ne l'attendait. Le peuple s'est tué pendant 20 ans. Le peuple n'a rien dit pendant 20 ans. Moi, je continue à avoir confiance en ce peuple. La seule chose qui me désole, la seule chose qui me saigne de l'intérieur, c'est ce départ massif de nos cadres. C'est cette haraga qui est en train de montrer un visage hideux, un visage, et qui désespère et qui plante le désespoir dans le cœur des Algériens. Tous les sujets de conversation dans la rue, dans les magasins, dans les tribunaux, c'est cette histoire de haraga. Cette haraga a montré le vrai visage du régime. Vous savez, quand on parle, quand les autorités espagnoles ou françaises parlent de ce flux migratoire qui est immense, qui est alarmant, qu'est-ce que ça vous fait? Ça vous détruit de l'intérieur, parce que ces jeunes-là fuient leur pays, pas parce qu'ils ne l'aiment pas, parce que le rêve ne leur est plus permis, parce qu'ils n'ont plus rien. Quand on vous dit j'ai plus rien à faire, c'est d'ailleurs. Quand on vous dit mais Nabil Esmaïl, Abdelmajid Tebboune, il avait donc déclaré qu'il y a presque 250 000 étudiants qui sont diplômés chaque année, et qu'avec des start-up, avec des... Qu'est-ce que vous avez à dire, Yani, quand vous avez des chiffres quand même qui sont conséquents, 250 000 étudiants chaque année qui sont diplômés. Votre émission avant-hier avait parlé de 25 000 docteurs d'État qui sont sans emploi. Donc je crois que la politique des statistiques et la politique des chiffres a montré ses limites, a montré sa faillite. Parce qu'on ne parle pas de chiffres, on parle de réalité. Quand vous avez des étudiants et des doctorants qui partent pour faire le bonheur des autres pays, ou qui se retrouvent en train à faire la plongée dans des restaurants ou dans des cafés, ou à vendre de la pomme de terre, ça c'est de la comptabilité, c'est une fausse comptabilité. On ne parle pas de nombre de diplômés, on doit parler de nombre de diplômés recrutés, de nombre de diplômés qui ont trouvé un emploi digne du diplôme qu'ils ont. On n'a pas le droit de considérer l'Algérie comme une tablette sur laquelle on met des chiffres. Il faut mettre ce chiffre avec quelque chose de réel, d'efficace. Où sont ces étudiants? Nous savons tous que ces étudiants-là, ici à Tizi Ouzou, je vous donne le simple exemple de Tizi Ouzou. À Tizi Ouzou, cette année, il y a eu une réussite à 100% baccalauréat. Dans 2 écoles. 100% baccalauréat, 100% ils sont partis à l'étranger. Avec des 16 et des 17 de moyenne, ils ont les chiffres. Ils viennent d'instaurer une fiche, un système de contrôle de fichiers de personnes dans les aéroports, qui vérifie l'âge de ces gens qui sont partis, qui vérifie quel genre de visa ils ont obtenu. C'est tous des visas d'études, c'est tous des visas de travail, c'est tous des gens qui sont partis terminer leurs études ou travailler à l'étranger. Donc quand vous avez un pays qui n'utilise pas le potentiel humain, comment pouvez-vous parler de Kouwa Variba? Merci maître.
Allah Ibarak Fik. Merci à vous, Maître Nabil Ismail. On s'excuse parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je pense qu'on a avec nous M. Abdelwahab Fersaoui, président d'Orage, qui est avec nous. Abdelwahab Fersaoui, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci Abdelwahab Fersaoui. Abdelwahab Fersaoui, donc on est en train de constater ces derniers temps donc une politique répressive contre des militants politiques, des militants des droits de l'homme, des hirakistes aussi, et votre association donc risque d'être dissoute. Le gouvernement réclame sa dissolution. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette question, Abdelwahab Fersaoui? Malheureusement, le pouvoir il est toujours dans son approche répressive. Tout d'abord avec la répression et les interdictions des marches. Donc on a vu ce qui se passe actuellement, la situation des médias, la situation de la classe politique. En même temps, c'est aussi le mouvement associatif. Donc aujourd'hui, on constate qu'il y a un recul énorme en matière de liberté démocratique. Des libertés qui sont déjà arrachées par des luttes de générations de militants depuis l'indépendance, notamment après la révolte d'octobre 88, qui a reconnu le pluralisme politique, le pluralisme associatif et syndical. C'est justement grâce à cette lutte, grâce à ces acquis, que Rage a vu le jour en mars 93. Donc c'est une association qui active pleinement, d'une manière transparente. De la même manière, n'a pas changé de ligne ni de cadence, les mêmes activités. C'est que cette fois-ci, le ministère de l'Intérieur a déposé plainte qui demande la dissolution de l'association à base des activités que Rage mène quotidiennement en matière de conférences, de rencontres, notamment durant la période de Hirak. Donc ça, je le considère, c'est un recul énorme, c'est une menace au mouvement autonome, c'est une menace à la liberté d'association qui est l'un des socles de la démocratie en Algérie. Et aujourd'hui, je considère aussi qu'à travers Rage, c'est uniquement l'association Rage qui est ciblée. Certes, l'association elle est là et risque de disparaître, mais aussi c'est l'action associative, c'est les libertés en Algérie qui sont menacées. Et dommage que après un Hirak pareil, un mouvement qui a rassemblé des millions d'Algériens autour de l'idée, de l'idéal d'un changement pacifique de régime pour aller vers un vrai état une vraie démocratie, un vrai état de droit qui respecte les libertés, qui respecte les droits des Algériens. On se retrouve aujourd'hui que des associations qui activent, des partis politiques sont menacés de dissolution. L'Algérie aujourd'hui, dans la deuxième partie de votre débat, vous avez abordé le sujet du développement, alors que dans le contexte actuel que vit l'Algérie, que traverse l'Algérie, une crise profonde, multidimensionnelle, qui touche tous les secteurs, ça clignote partout, soit sur le plan politique, économique et social. La solution ne peut pas venir uniquement d'un président ou d'un gouvernement, quelles que soient leurs compétences. Aujourd'hui, l'Algérie a besoin de toutes les forces qui existent dans la société. Pour sortir de cette crise profonde, nous avons besoin d'une classe politique organisée et libre. Nous avons besoin d'une presse libre et nous avons besoin d'un mouvement associatif très fort, organisé, autonome, indépendant dans ses actions, indépendant dans ses décisions, qui va jouer le rôle de contre-pouvoir. Quand je dis contre-pouvoir, ça veut dire elle est là, elle observe, et dans son point de vue sur les différentes politiques publiques et dans l'évaluation, dans le processus de l'exécution. Mais aujourd'hui, toujours c'est la même pratique. Donc il y a une classe politique d'opposition qui est méprisée. Il y a le mouvement associatif autonome qui veut faire entendre sa voix en toute liberté écartée. La même chose pour la presse. C'est pas de cette manière qu'on peut construire vraiment une démocratie ou une stabilité. On même provoquer un développement économique. L'intégration économique se fait une fois il y a l'intégration politique. L'intégration politique, il se fait de son côté une fois il y a le respect des libertés et des droits des citoyennes et des citoyens. Merci. Donc pour moi, cette poursuite judiciaire, parce que nous sommes poursuivis pour nos activités,
pour nos activités, tout d'abord, que je considère ordinaires, parce que si on voit que, ça veut dire on jette un regard sur le passé, sur les activités de l'association, elles n'ont pas changé depuis l'indépendance. C'est qu'il y a une période historique qui est le Hirak, le Raj, avec d'autres dynamiques de la société civile, de la classe politique et des personnalités ont joué leur rôle en tant que force de proposition et d'action. Je vois si un parti politique ou une organisation ou un journaliste ou un collectif qui n'a pas joué son rôle, qui n'a pas essayé de faire quelque chose durant cette période historique, je ne vois pas l'utilité de son existence. Donc ce que nous avons fait depuis le début du Hirak, je le considère, il est dans le mandat de l'association et aussi de notre devoir parce que nous sommes des militants, nous sommes des citoyens jaloux de l'Algérie. Nous voulons construire un état de droit, de liberté, de vivre ensemble, de respect de la pluralité, de la diversité. Nous avons défendu la cohésion nationale, l'unité nationale. Et donc ça, c'est comme on dit dans la déclaration, le procédurage, c'est le procès de la liberté d'association et c'est le procès du mouvement associatif autonome en Algérie. Merci à vous, Abdelwahab Fersaoui, président de Raj, qui était avec nous depuis Alger. On est arrivé à la fin de cette émission. Merci à tous mes invités. Ahmed Bargaoui, chercheur universitaire, qui était avec nous au sujet de la Tunisie. Abdelwahab Fersaoui, président de Raj. Maître Nabil Esmaïl, avocate membre du Conseil national du FFS. Et Abdou Samar, journaliste et directeur d'Algérie Part. On n'a pas pu avoir M. Moussa Touati, président du FNA, qui était prévu donc d'intervenir dans cette émission. Merci à vous d'avoir suivi cette émission.